si vous vous demandez encore si la gentillesse est une faiblesse, restez dans les parages, car ce qui s'est passé cette nuit-là au Brastap n'était pas seulement une humiliation. C'était le début de la fin pour une femme qui pensait pouvoir tester un homme bon jusqu'à ce qu'il craque. Je m'appelle Preston Bradford. J'ai 41 ans et je pensais avoir tout compris à la vie. Une entreprise de menuiserie prospère que j'ai bâtie de mes propres mains. Une femme qui semblait partager ma vision et une vie qui paraissait belle de l'extérieur. Le genre de vie que les gens voient défiler sur les réseaux sociaux et sur laquelle ils appuient 2 fois sans y réfléchir à 2 fois. Mais paraître bien et être bien sont 2 choses très différentes. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Kelsey a commencé à passer plus de temps avec ses amis que dans notre atelier. Nous avions bâti l'entreprise ensemble. Du moins, c'est ce que je me disais. J'étais un artisan, passant des journées de 12 heures dans mon atelier à créer des meubles sur mesure que les gens voulaient vraiment acheter. Elle s'occupait de la boutique Etsy, prenait les photos, rédigeait les descriptions, gérait la présence sur les réseaux sociaux. Sur le papier, c'était un partenariat. En réalité, je faisais 90% du travail pendant qu'elle s'attribuait le mérite de 50% du succès. Le premier véritable signe avant-coureur, bien que je ne l'ai pas reconnu à l'époque, est apparu environ 3 mois avant que tout ne s'effondre. Kelsey avait commencé à sortir davantage. Des soirées entre filles, comme elle les appelait. Paige Lawson, sa meilleure amie depuis l'université, se présentait à notre porte tous les vendredis avec la régularité d'un métronome, ayant déjà bu la moitié d'une bouteille de vin, et gloussant à propos des derniers potins de leur cercle social. Ne m'attends pas, disait Kelsey en m'embrassant sur la joue comme une formalité. On va juste se défouler. Je ne l'ai jamais remise en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions mariés depuis 6 ans. Je lui faisais confiance. Cette confiance, comme il s'est avéré, a été l'erreur la plus coûteuse que j'ai jamais faite. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quelle autre. J'étais dans l'atelier en train de finir une table à manger en noyer pour un client de Charleston quand Kelsey a passé la tête vers 19h. Paige veut aller boire un verre au Brastap, dit-elle, déjà habillée pour sortir. Ça te dérange si je saute le dîner? J'ai levé les yeux du grain du bois que j'étudiais, j'ai vu l'anticipation dans ses yeux et j'ai haussé les épaules. Vas-y. Je vais probablement travailler tard de toute façon. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Comme toujours. Ça aurait dû être un indice. Le ressentiment caché juste sous la surface, attendant le bon moment pour éclater. Mais j'étais trop concentré sur le motif du grain, trop absorbé par le travail qui comptait vraiment pour remarquer le motif qui se formait dans mon propre mariage. Ses amis l'ont mise au défi de m'humilier cette nuit-là. Elle l'a fait, et c'est à ce moment-là que je suis parti pour de bon. Bien que je ne le sache pas encore, assis dans cet atelier avec de la sueur sur les mains et de la confiance dans le cœur, je n'avais aucune idée que dans les 3 heures qui suivraient, ma femme ferait un choix qui défrait tout ce que nous avions construit, ou pensions avoir construit. Le truc, quand on est artisan, c'est qu'on apprend à remarquer les détails. Un quart de pouce de décalage sur un assemblage, une légère déformation dans le grain du bois, la façon dont le vernis se dépose de manière inégale si l'on se précipite. Ces petites choses séparent un travail de qualité de la camelote, et j'avais bâti ma réputation en les remarquant. Alors, ça me tue aujourd'hui, en y repensant, d'avoir manqué tous les détails de mon propre mariage. 2 semaines avant l'incident au Brastap, Kelsey a commencé à agir différemment. Pas de manière évidente, juste avec de légères nuances. Elle avait toujours été active sur les réseaux sociaux, postant nos meubles, partageant des témoignages de clients, construisant ce qu'elle appelait notre présence de marque. Mais soudain, elle était constamment sur son téléphone, faisant défiler les pages et tapant avec ce petit sourire que je ne reconnaissais pas. Qu'est-ce qui est si drôle, ai-je demandé un soir alors que nous regardions la télé. Elle a levé les yeux, surprise. Quoi? Oh, rien. Juste Paige qui fait du Paige. J'ai hoché la tête et suis retourné à mon magazine de menuiserie. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste accepté l'explication, parce que c'est ce qu'on fait quand on fait confiance à quelqu'un. 3 jours plus tard, je suis rentré plus tôt d'une course chez le fournisseur de bois et j'ai trouvé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine. L'écran était encore allumé, montrant une sorte d'interface de blog que je ne reconnaissais pas. Je ne fouinais pas intentionnellement. Je suis juste passé devant et j'ai vu l'entête en haut de la page. Le manuel de la femme forte, prendre le contrôle de votre relation.
En dessous, un sous-titre, par anonyme. Je me suis arrêté. J'ai lu les premières lignes visibles à l'écran. Jour 47. Il est tellement concentré sur ses précieux projets de bois qu'il remarque à peine quand je suis parti pendant des heures. Parfois, je me demande s'il s'en soucierait même si je ne rentrais pas du tout. Aujourd'hui. J'ai testé. Je suis resté dehors jusqu'à 2 heures du matin. Il dormait quand je suis rentré. Il ne m'a même pas demandé où j'étais le matin. Mon estomac s'est noué. J'ai reconnu cette nuit, il y a 2 semaines, quand elle avait dit que Paige et elle avaient perdu la notion du temps dans un bar à vin du centre-ville. J'avais travaillé jusqu'à minuit pour finir une commande urgente pour un client de Savannah et je m'étais effondré de sommeil en arrivant au lit. J'ai entendu des pas dans l'escalier et je me suis rapidement éloigné du comptoir. Kelsey est apparue un instant plus tard, les cheveux mouillés après la douche, portant une de mes vieilles chemises de travail qui flottait sur elle. « Salut », dit-elle en se dirigeant vers l'ordinateur portable. Ses yeux ont balayé l'écran, puis moi. « Tu es rentré tôt. » Le fournisseur avait tout de prêt, ai-je répondu en gardant une voix neutre. Je me suis dit que j'allais commencer la commande Harper. Elle a fermé l'ordinateur portable sans le regarder. L'air de rien. « Tu veux déjeuner d'abord ? » J'allais faire des sandwichs. « Bien sûr », ai-je dit. Nous avons mangé ensemble à l'îlot de cuisine. Parlant de choses sans importance. Elle a mentionné que Paige prévoyait quelque chose pour son anniversaire le mois prochain. J'ai mentionné que la commande Harper pourrait prendre plus de temps que prévu parce qu'il voulait des détails sculptés à la main sur la tête de lit. Conversation normale, après-midi normal. Sauf que maintenant, je savais qu'elle écrivait sur notre mariage en ligne, me dépeignant comme un mari inconscient qui ne voyait pas plus loin que son établi. Le pire, c'est que je ne l'ai pas confrontée, je n'ai pas posé de questions sur le blog, ni exigé de savoir ce qu'elle avait écrit d'autre. J'ai juste fini mon sandwich, je l'ai embrassé sur le front et je suis retourné à l'atelier comme si de rien n'était. Avec le recul, c'était peut-être ma dernière chance d'arrêter ce qui allait suivre. Une simple conversation, un peu d'honnêteté, peut-être même une thérapie de couple. Mais j'ai été élevé en croyant qu'on règle ses problèmes en silence, que laver son linge sale en public était honteux. Alors je me suis tu, j'ai continué à travailler, j'ai continué à prétendre que je n'avais pas vu les mots sur cet écran. Et Kelsey a continué à écrire, à pousser, à attendre de voir quand j'allais enfin craquer. Elle n'a pas eu à attendre longtemps. Le point de rupture était déjà prévu pour le vendredi soir au Brass Tap, bien qu'aucun de nous ne le sache encore. Ses amis avaient lu ce blog, l'encourageant, la mettant au défi de pousser plus fort. Et elle était sur le point d'accepter ce défi, nous emmenant vers un point de non-retour. Le vendredi soir est arrivé plus vite que prévu. J'avais passé la semaine à travailler sur la commande Harper, essayant de me perdre dans le rythme familier de la mesure, de la coupe, du ponçage. Mais chaque fois que je levais les yeux de l'établi, je me surprenais à penser à ce billet de blog, à sa cruauté désinvolte, à la façon dont elle transformait notre vie en divertissement pour des étrangers. Je n'avais toujours rien dit à Kelsey. Une partie de moi voulait croire que j'avais mal compris, que ce n'était peut-être même pas son blog, mais au fond de moi, je savais que c'était faux. J'avais reconnu trop de détails spécifiques, trop de moments qui ne pouvaient provenir que de notre vie commune. « Tu sors ce soir ?» a demandé Kelsey cet après-midi-là, en passant la tête dans l'atelier. Elle était déjà habillée pour la soirée, portant un jean et un haut que je n'avais jamais vu auparavant. Probablement commandé avec notre compte professionnel et classé comme dépense marketing. « Où ça ?» ai-je demandé sans lever les yeux de la poignée de tiroirs que j'installais. « Au Brass Tap. L'anniversaire de Paige. Tu te souviens ? Je l'ai mentionné au moins 3 fois cette semaine. Je n'avais aucun souvenir qu'elle l'ait mentionné, mais j'ai hoché la tête quand même. J'ai beaucoup à finir ici. Preston. Son ton a changé, est devenu plus tranchant. C'est une seule nuit. Tu ne peux pas prendre quelques heures pour l'anniversaire de ma meilleure amie ? J'ai posé mon tournevis et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. De l'anticipation, peut-être, ou un défi. À quelle heure, ai-je demandé. 8 heures. Ne sois pas en retard. Elle a disparu dans la maison et je suis retourné à mon travail. Quelque chose clochait dans toute cette histoire, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'était juste un verre avec ses amis. Rien d'inhabituel.
J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Le Brastap était bondé quand je suis arrivé à 20h15. Une brasserie locale avec des murs en briques apparentes et des bières artisanales à la pression. Le genre d'endroit qui se remplit le vendredi soir de gens qui prétendent être plus intéressants qu'ils ne le sont en réalité. J'ai immédiatement repéré Kelsey, assise à une table haute près du fond avec Paige, Savannah et Peyton. Ces trois amis avaient déjà plusieurs verres dans le nez, à en juger par le volume de leur rire. Regardez qui s'est finalement pointé, a annoncé Paige en me voyant approcher. Elle a levé son verre dans un toast moqueur. Le bourreau de travail en personne. J'ai forcé un sourire et j'ai tiré la chaise vide à côté de Kelsey. Joyeux anniversaire, Paige. Merci, Preston, a-t-elle dit, mais ses yeux se tournaient déjà vers Kelsey. Une communication non verbale passait entre elles. L'heure suivante s'est écoulée dans un brouillard de conversations forcées et de bières hors de prix. J'ai siroté ma boisson pendant que Kelsey et ses amis devenaient de plus en plus bruyantes. Leur rire était assez vif pour percer le bruit ambiant du bar. J'ai attrapé des fragments de leur conversation, des blagues privées dont je ne faisais pas partie, des références à des gens que je ne connaissais pas. Puis Savannah s'est penchée sur la table, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement de scène assez fort pour que la moitié du bar l'entende. Alors, Kelsey, tu vas le faire ou quoi? C'est le défi de Paige. Kelsey a gloussé, un son que j'avais autrefois trouvé charmant, mais qui maintenant me hérissait les nerfs. Je ne sais pas. C'est assez audacieux. Allez, a insisté Peyton, ses mots légèrement pâteux. Tu as dit qu'il ne réagirait même pas, prouve-le. J'ai regardé Kelsey. De quoi parle-t-elle? Elle a croisé mon regard et, pendant une seconde, j'ai vu quelque chose comme de l'hésitation. Puis cela a disparu, remplacé par la même expression de défi que plus tôt dans la journée. De rien, a-t-elle dit. Juste des discussions de filles. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû me lever, sortir et ne jamais regarder en arrière. Mais j'ai été élevé pour ne pas faire de scène, pour gérer les problèmes en privé, pour accorder aux gens le bénéfice du doute même quand ils ne le méritaient plus. Alors je suis resté. Étage 10 minutes plus tard, alors que j'étais en train de boire une gorgée, Kelsey a tendu la main sur la table, a attrapé le dossier de ma chaise et l'a tiré violemment en arrière. La chaise a basculé. Ma bière s'est envolée, décrivant un arc qui semblait au ralenti avant de s'écraser sur ma poitrine et mes genoux. Le liquide froid a imbibé ma chemise, mon jean, et a coulé sur le sol alors que le bar devenait silencieux autour de nous. Ses amis ont éclaté de rire. Paige a pratiquement crié de joie. Savannah enregistrait sur son téléphone, capturant chaque seconde de mon humiliation pour la postérité. Je me suis levé lentement, la bière dégoulinant de mes vêtements, et j'ai regardé Kelsey. Elle riait aussi, bien que son rire semble maintenant forcé, incertain. Ses amis l'ont mise au défi de m'humilier, ai-je dit calmement, ma voix tranchant à travers les rires. Elle l'a fait. J'ai sorti mon portefeuille de ma poche arrière, j'ai jeté 2 billets de 20 sur la table pour mes boissons et j'ai croisé son regard une dernière fois. Et c'est à ce moment-là que je suis parti pour de bon. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Sans courir. Sans sortir en trombe. J'ai juste marché, la tête haute et ma dignité intacte. Même avec de la bière tachant mes vêtements et tout le bar qui me regardait, les rires avaient cessé. Je ne suis pas rentré à la maison cette nuit-là. Je ne pouvais pas supporter l'idée de retourner dans notre maison, notre chambre, en faisant semblant que tout allait bien alors que nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Au lieu de ça, j'ai conduit jusqu'à mon atelier, j'ai déverrouillé la porte latérale et je suis resté assis dans l'obscurité pendant 1 heure, à écouter le silence. Mon téléphone a commencé à vibrer vers minuit. Kelsey qui appelait, puis qui envoyait des textos. Les messages ont commencé par des excuses puis sont rapidement devenus défensifs. C'était juste une blague. Pourquoi es-tu si dramatique? Tu ne vas sérieusement pas rentrer à la maison pour ça. Preston, réponds à ton téléphone. C'est ridicule. J'ai lu chaque message sans répondre. Qui avait-il à dire? Que j'avais vu son billet de blog. Que je l'avais vu transformer notre mariage en un spectacle pour le divertissement de ses amis. Que la femme que j'avais épousée il y a 6 ans s'était en quelque sorte transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Vers 2 heures du matin, les messages ont cessé. Je me suis allongé sur le vieux canapé que je gardais dans la salle de pause, fixant le plafond et faisant les calculs que j'avais évités pendant des mois. 6 ans de mariage.
4 ans à construire l'entreprise ensemble. Des milliers d'heures que j'avais investies dans le travail pendant qu'elle s'occupait de ce qu'elle appelait le « côté créatif ». Mais en regardant les données de vente de notre boutique Etsy, en les examinant vraiment pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. 90% de nos revenus provenaient de commandes sur mesure. Des pièces que les gens commandaient directement après avoir vu mon travail dans des salons d'artisanat ou par le bouche à oreille. La présence sur les réseaux sociaux que Kelsey avait construite, elle générait des prospects, bien sûr, mais la conversion était minimale. Peut-être 5 ventes par an qui pouvaient être directement attribuées à ses publications Instagram ou à son contenu de blog. Et pour cela, elle prenait 50% des bénéfices. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application bancaire de notre entreprise. Compte joint, nos 2 noms dessus. J'ai parcouru 6 mois de transactions et c'était là, le schéma que j'avais été trop occupé pour remarquer. Salon de coiffure, 217 $. Boutique de vêtements, 342 $. Spa avec Paige, 495 $. Dîner dans des restaurants où je n'avais jamais mangé, 136 $, 89 $, 212 $. Elle avait dépensé plus de 4300 $ au cours des 3 derniers mois en dépenses personnelles, toutes classées comme développement commercial ou frais de marketing. Pendant ce temps, je déjeunais avec ce que je trouvais au distributeur automatique du dépôt de bois pour économiser de l'argent pour de meilleurs outils. La colère qui s'est installée dans ma poitrine n'était pas chaude et explosive. Elle était froide, calculatrice. Le genre de colère qui ne vous fait pas jeter des objets ou crier. Le genre qui vous fait commencer à planifier. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur sur mon téléphone et j'ai tapé « Comment ouvrir un compte bancaire professionnel en tant qu'entreprise individuelle ». Au lever du soleil, j'avais un plan. Pas une vengeance, exactement, juste un démantèlement systématique de l'arrangement financier qui m'avait vidé à sec pendant qu'elle jouait à l'entrepreneur sur les réseaux sociaux. J'avais aussi 17 autres textos de Kelsey. Chacun plus accusateur que le précédent. Le dernier, envoyé à 5h30, disait « Très bien, reste parti. On verra si ça m'importe. » J'ai répondu par un seul mot. D'accord. Puis je me suis levé, je me suis lavé le visage dans l'évier de l'atelier et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon ami avocat Dave, spécialisé dans les contrats de petites entreprises, puis à la banque, puis à notre propriétaire pour l'espace commercial que je louais pour l'atelier. Le bail était à mon nom seul, tout comme l'enregistrement de la SARL pour l'entreprise, quelque chose que j'avais mis en place avant notre mariage et que je n'avais jamais changé. Kelsey avait accès au compte, bien sûr, mais sur le papier, légalement, elle était une employée, pas une partenaire. Cette distinction allait bientôt avoir beaucoup d'importance. À 9h, j'avais un nouveau compte professionnel dans une autre banque. À 10h, j'avais redirigé mon email professionnel vers un nouveau domaine auquel elle n'avait pas accès. À 11h, j'avais changé les serrures de l'atelier et mis à jour mon testament pour la retirer comme bénéficiaire. Tout était légal, documenté et entièrement dans mes droits. Quand mon téléphone a sonné à midi et que le nom de Kelsey est apparu sur l'écran, j'ai finalement répondu. « Où es-tu » Sa voix était tendue, anxieuse. « Il faut qu'on parle de la nuit dernière. » « Je suis à l'atelier, ai-je dit calmement. « Je travaille. »« Preston, je suis désolé. »« D'accord. » Les filles étaient saoules et stupides et je n'aurais pas dû. « Kelsey, ai-je interrompu, en gardant mon ton égal. J'ai vu ton blog. » Un silence, assez long pour que je pense que l'appel avait été coupé. « Quel blog » a-t-elle finalement demandé, mais sa voix avait changé. Défensive. Prise au piège. Le manuel de la femme forte. Lecture intéressante, surtout la partie où tu testes si je remarquerai que tu es resté dehors jusqu'à 2h du matin. Encore le silence. C'est fini, ai-je dit simplement. Je suis en train de remplir les papiers pour l'entreprise afin de te retirer comme utilisatrice autorisée sur les comptes. Tu recevras une indemnité de départ pour ton travail des 4 dernières années, calculée au taux du marché pour un gestionnaire de réseaux sociaux. Environ 18 000 $. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le fais. L'entreprise est uniquement à mon nom. Elle l'a toujours été. Si tu veux te battre, engage un avocat. Mais j'ai déjà parlé au mien et il dit que je suis tout à fait dans mon droit. Preston. J'ai mis fin à l'appel, bloqué son numéro et je suis retourné travailler sur la commande Harper,
ou au moins les problèmes avaient des solutions claires et des matériaux honnêtes qui ne mentaient pas sur leur nature. 3 jours après avoir bloqué le numéro de Kelsey, Paige Lawson s'est présentée à mon atelier. J'ai entendu frapper vers 14 heures alors que j'appliquais le vernis sur la tête de Lee Harper. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à poser mon pinceau et à marcher vers la porte. Elle se tenait de l'autre côté, l'air mal à l'aise d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Paige était habituellement tout en confiance et en remarques acerbes, mais à cet instant, elle ressemblait à quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle a passé les établis et les projets à moitié finis, ses talons claquant sur le sol en béton jusqu'à ce qu'elle s'arrête près de mon bureau dans le coin arrière. « Kelsey ne sait pas que je suis là », a dit Paige sans préambule. Et elle me tuerait si elle l'apprenait. « Alors pourquoi es-tu là ?» Elle a sorti son téléphone, a tapoté l'écran plusieurs fois et me l'a tendu. « Parce que tu dois voir ça. » C'était une discussion de groupe. Kelsey, Paige, Savannah et Peyton. J'ai fait défiler vers le haut, lisant des messages qui remontaient à des semaines. Mon estomac se serrait à chaque nouvelle ligne. Paige, il est tellement inconscient. Est-ce qu'il remarque même quand tu n'es pas là? Kelsey, la nuit dernière, je suis resté dehors jusqu'à 2 heures. Il dormait quand je suis rentré. Il n'a même pas posé de questions ce matin. Savannah, ma belle, tu l'as tellement bien dressé. Kelsey, regardez ça. Je vais faire un truc à la brasserie vendredi. S'il ne réagit pas, on saura qu'il est complètement déconnecté. Peyton, qu'est-ce que tu vas faire? Kelsey, vous verrez. Ça va être hilarant. J'ai rendu le téléphone à Paige, la mâchoire serrée. Pourquoi tu me montres ça? Parce que je l'avais prévenu de ne pas le faire, a répondu Paige tranquillement. Une semaine avant la brasserie, je lui ai envoyé un message privé pour lui dire d'arrêter, qu'elle allait trop loin. Que tu ne méritais pas d'être humilié en public. Elle a affiché un autre écran, me montrant le fil de messages privés entre elle et Kelsey. Paige, ne fais pas ça. Quoi que tu prévois pour vendredi, ne le fais pas. Preston est un type bien. Kelsey, tu es dramatique. C'est juste une blague. Paige, ce n'est pas une blague. S'il est le seul à ne pas rire, tu vas le regretter. Kelsey, il s'en fichera. Fais-moi confiance. J'ai regardé Paige. Vraiment regardé. Tu aurais pu me le dire avant que ça n'arrive. Je sais. Elle a croisé mon regard. Et j'y ai vu un regret sincère. J'aurais dû. J'y ai pensé, j'ai même cherché ton numéro plusieurs fois. Mais Kelsey est ma meilleure amie et je pensais qu'elle retrouverait peut-être la raison avant vendredi. Elle ne l'a pas fait. Non, elle ne l'a pas fait. Paige a rangé son téléphone. Et maintenant, elle est en train de perdre pied, elle m'appelle toutes les heures, en pleurant parce que tu ne réponds pas à ses appels, que tu l'as bloqué des comptes de l'entreprise, que tu as changé les serrures de l'atelier. Bien. Preston, il y a plus. Paige a hésité. Le blog, le manuel de la femme forte. Il est actif depuis presque 1 an. Pas 3 mois, 1 an. Ma poitrine s'est serrée. Combien de publications? 47, toutes sur toi. Sur le fait de te tester, de repousser les limites, de voir jusqu'où elle pouvait aller. Elle a 12 000 abonnés. 12 000 personnes qui lisent des choses sur mon mariage comme si c'était une émission de télé-réalité. 12 000 étrangers qui regardent ma femme me traiter comme une expérience. Tu le savais depuis le début, ai-je demandé. Non. Je l'ai découvert il y a environ 2 mois quand elle m'a envoyé un lien, me demandant de le partager avec mes abonnés. Paige a baissé les yeux. Je lui ai dit que c'était tordu, qu'elle allait détruire son mariage pour de la popularité sur Internet. On a eu une énorme dispute à ce sujet. Mais tu es quand même allé à la brasserie ce soir-là. Oui, j'y suis allé. Elle a relevé le menton. Et c'est de ma faute. J'aurais dû rester à la maison. J'aurais dû tout te dire il y a des semaines, mais je te le dis maintenant parce que quelqu'un doit le faire. Et ce n'est certainement pas Kelsey qui le fera. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti le dossier où j'avais rassemblé des documents, relevés bancaires, notes de frais. Capture d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux faisant la promotion de produits que j'avais construits tout en se créditant comme co-créatrice. Elle a dépensé $4 300 en 3 mois en dépenses personnelles, ai-je dit,
montrant à Paige les transactions surlignées, toutes depuis notre compte professionnel. Coiffeur, vêtements, journée au spa, restaurant où je n'ai jamais mis les pieds. Les yeux de Paige se sont écarquillés en parcourant les pages. Mon Dieu, Preston. Et maintenant, je suis censé faire quoi? Lui pardonner parce qu'elle est désolée? Prétendre que ça n'est pas arrivé? J'ai fermé le dossier. Je ne suis plus cet homme-là. Je ne te demande pas de lui pardonner, a répondu Paige. Je te donne juste les informations dont tu as besoin pour te protéger. Parce que Kelsey parle d'avocat, de se battre pour la moitié de l'entreprise. Elle pense y avoir droit parce qu'elle a aidé à construire la marque. J'ai failli rire. L'entreprise est uniquement à mon nom. Elle n'a jamais été une partenaire légale, juste une employée. Elle ne le voit pas de cette façon, et son nouvel avocat pourrait la convaincre du contraire. Quel essai! J'ai raccompagné Paige à la porte. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Elle s'est arrêtée sur le seuil. Juste une chose. Cette nuit-là à la brasserie, quelqu'un a filmé toute la scène. Pas seulement Savannah. Il y a une autre vidéo qui circule, de quelqu'un d'autre dans le bar. Meilleur angle. Son plus clair. Je pensais que tu devrais le savoir avant que Kelsey n'essaie de présenter l'histoire à sa manière. Tu l'as. Je peux l'obtenir. Elle a sorti son téléphone. Donne-moi ton email. Je l'ai fait. 2 minutes plus tard, mon téléphone a sonné avec un nouveau message. J'ai ouvert le fichier vidéo et je me suis regardé me faire humilier en haute définition. Le son était cristallin. Le rire de Kelsey. Ses amis qui l'acclamaient. Ma voix, calme mais tranchante. Ses amis l'ont mise au défi de m'humilier. Elle l'a fait. Et c'est à ce moment-là que je suis parti pour de bon. Merci, ai-je dit à Paige. Elle a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Tu méritais mieux que ce que nous t'avons fait. Après son départ, je suis resté assis à mon bureau et j'ai regardé la vidéo 3 fois de plus. Non pas parce que j'aimais revivre l'humiliation, mais parce que je préparais mon prochain coup, et que cette vidéo allait en être la pièce maîtresse. L'appel est venu d'un numéro inconnu le mardi matin. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher à la 4e sonnerie. Preston, c'est moi. La voix de Kelsey, tremblante et faible. Ne raccroche pas, s'il te plaît. J'aurais dû mettre fin à l'appel sur le champ. Au lieu de ça, j'ai posé le papier de verre que j'utilisais et j'ai attendu. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle continué. Quelque chose d'important. Fais vite. Je travaille. Je suis enceinte. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis assis sur mon établi, le téléphone collé à l'oreille, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. De combien ai-je réussi à articuler? 8 semaines. Je l'ai découvert hier. 8 semaines. Cela plaçait la conception vers début mars, juste au moment où les choses avaient commencé à devenir étranges entre nous. Avant l'incident de la brasserie, avant que je ne découvre le blog. Félicitations, ai-je dit d'un ton plat. C'est pour ça que tu as appelé. Preston, ça change les choses. On ne peut pas juste. On doit trouver une solution, pour le bien du bébé. J'ai fermé les yeux, passant en revue les dates dans ma tête. 8 semaines de grossesse signifiaient qu'elle le savait depuis au moins 1 semaine, peut-être 2, avant d'avoir le test positif. Ce qui signifiait qu'elle avait ressenti des symptômes. Nausées matinales, fatigue, toutes ces choses que j'avais remarquées mais que j'avais attribuées au stress ou à trop de nuits tardives avec ses amis. Quand exactement as-tu fait le test, ai-je demandé. Hier matin, je te l'ai dit. Mais tu t'en doutais avant ça. Silence. Kelsey, quand as-tu pensé pour la première fois que tu pouvais être enceinte? Peut-être il y a 2 semaines. Je n'étais pas sûr. Il y a 2 semaines. 3 jours avant l'incident de la brasserie. Elle savait, ou du moins soupçonnait, qu'elle portait mon enfant et elle a quand même choisi de m'humilier en public pour le divertissement de ses amis. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Tu vas prendre rendez-vous pour un test de paternité, du genre qu'on peut faire pendant la grossesse, non invasif, sans danger pour le bébé. Et nous allons confirmer que cet enfant est bien le mien. Tu es sérieux, là? Sa voix s'est élevée, indignée.
Tu penses que je te tromperais? Je ne sais plus ce que tu es capable de faire, Kelsey. Il y a un mois, je pensais aussi que tu ne m'humilierais jamais en public. Alors oui, on fait un test de paternité. C'est de la folie. Ce sont mes conditions. Tu veux utiliser cette grossesse pour me manipuler afin que je reste, que j'oublie ce que tu as fait? Alors on fait les choses à ma façon. Le test d'abord. Tout le reste vient après. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil. Rapide et en colère. Très bien, a-t-elle finalement dit. On fera ton stupide test. Mais quand il reviendra en montrant que tu es le père, tu te sentiras comme une ordure d'avoir même suggéré ça. Peut-être. Ou peut-être que je me sentirai juste soulagé de le savoir avec certitude. Je me suis levé. J'en avais déjà assez de cette conversation. Demande à ton médecin de contacter le mien avec les informations pour le test. D'ici là, nous n'avons rien d'autre à nous dire. Preston, attends. On peut au moins parler d'eux. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement bloqué le nouveau numéro qu'elle avait utilisé. Puis je suis resté là un long moment, fixant la tête de lit à moitié finie devant moi, essayant de comprendre ce que je ressentais. En colère, oui. Confus, absolument. Mais sous tout cela, il y avait autre chose, une partie froide et calculatrice de mon cerveau qui envisageait déjà des scénarios, planifiait des contingences, se préparait à toutes les issues possibles. Si le bébé était le mien, j'assumerais, je paierais une pension alimentaire, je serais présent, je ferais tout ce qu'un père devrait faire. Mais je ne retournerai pas avec Kelsey. Je ne prétendrai pas qu'une grossesse effaçait tout le reste. La coparentalité était une chose. La réconciliation était hors de question. Et si le test revenait négatif, eh bien, cela répondrait à beaucoup de questions que je n'avais même pas encore pensé à poser. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Dave, mon ami avocat. J'ai besoin de discuter de tests de paternité et d'obligations de pension alimentaire. Peux-tu me recommander quelqu'un spécialisé en droit de la famille? Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Déjà fait. Je t'envoie les coordonnées de Laura Chin, la meilleure avocate en droit de la famille de l'État. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. J'ai enregistré le contact et je suis retourné au travail. La commande Harper n'allait pas se finir toute seule. Et quoi qu'il arrive avec Kelsey et cette grossesse, j'avais toujours une entreprise à gérer et des factures à payer. Une crise à la fois. C'est comme ça qu'on survit. Mon téléphone a sonné le jeudi après-midi alors que je réalisais des détails de bordure sur une porte de placard sur mesure. Le numéro s'affichait comme « Résidence pour personnes âgées Bradford » et mon estomac s'est noué avant même que je ne réponde. Monsieur Bradford, c'est Nancy de la réception de Whispering Pinet. Votre grand-mère aimerait vous voir quand vous aurez un moment. Est-ce que tout va bien, ai-je demandé, enlevant déjà mes gants de travail. Elle va bien. Elle m'a juste demandé de vous appeler. Elle a dit que c'était important. J'étais à la résidence assistée en 20 minutes. Grand-mère Catherine était assise dans son fauteuil habituel près de la fenêtre. 84 ans et toujours aussi vive d'esprit, malgré l'arthrite qui lui avait volé sa capacité à faire du patchwork. Preston, dit-elle quand je suis entré, sa voix ferme. Assieds-toi. Il faut qu'on parle. J'ai tiré une chaise, sentant déjà que ce n'était pas une visite de courtoisie. J'ai vu la vidéo, dit-elle sans préambule. Cette fille, ta femme, qui t'humilie en public comme un chien de cirque. Ma partenaire de bridge me l'a montré sur son téléphone. 3 millions de vues, a-t-elle dit. 3 millions. Je n'avais pas vérifié le nombre de vues depuis que Paige m'avait envoyé le fichier. Apparemment, c'était devenu viral bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Grand-mère, je m'en occupe. J'en suis sûr. Tu es un Bradford. Nous gérons les choses. Elle se pencha en avant, ses yeux bleus intenses. Mais je veux que tu saches quelque chose. La maison sur Maple Street, celle que ton grand-père m'a laissée. Je connaissais la maison. Une belle maison de style artisan avec 3 chambres dans le quartier historique, valant au moins 340 000 $ sur le marché actuel. Grand-mère prévoyait de me la laisser dans son testament depuis des années. Je suis allé voir mon notaire hier, a-t-elle continué. Je lui ai fait rédiger de nouveaux papiers. Cette maison devait être partagée entre toi et ton frère, 50-50e. Maintenant, elle est entièrement à toi. Grand-mère,
tu n'as pas à, absolument que si. Sa voix portait l'acier dont je me souvenais de mon enfance. Le ton qui signifiait que toute discussion était inutile. Cette femme que tu as épousée, elle t'a humilié pour se divertir. Elle s'est moquée de ta gentillesse, de ta patience, de tout ce que ton grand-père et moi t'avons appris sur ce que c'est d'être un homme bon. Je ne récompenserai pas ce comportement avec un seul centime de l'argent de la famille Bradford. Elle a sorti une enveloppe de la table à côté de son fauteuil et me l'a tendue. À l'intérieur se trouvait une copie du testament mis à jour, daté de 2 jours plus tôt, montrant clairement que la propriété de Maple Street me revenait entièrement. Quand je ne serai plus là, a dit grand-mère, cette maison sera à toi. Vends-la. Habite-la. Transforme-la en un autre atelier si ça te chante. Mais cette fille n'obtiendra rien de cette famille. Pas après ce qu'elle t'a fait. J'ai regardé le document, sentant quelque chose se nouer dans ma poitrine. Elle est enceinte, grand-mère. Le bébé pourrait être le mien. L'expression de Catherine n'a pas changé. Pourrait être. J'exige un test de paternité avant de reconnaître quoi que ce soit. Garçon intelligent. Elle m'a tapoté la main. Si l'enfant est le tien, tu feras ce qu'il faut. Je sais que tu le feras. Mais faire ce qu'il faut pour un enfant ne signifie pas récompenser une femme qui t'a traité comme un déchet. Tu te souviens de ça. Je suis resté 1 heure de plus, parlant de choses plus légères. Les meubles que je construisais, les clients qui m'avaient contacté après avoir vu mon travail sur les réseaux sociaux. La façon dont l'entreprise se développait réellement maintenant que j'avais coupé le poids mort. Quand je suis parti, j'avais la copie du testament dans mon camion et une idée plus claire de ma situation. Kelsey avait brûlé des ponts que je ne savais même pas importants jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Le respect de ma grand-mère, le soutien de ma famille, la bienveillance des gens qui l'avaient vu me traiter comme une blague. Et tout cela était documenté, public, permanent. Le test de paternité a mis 3 semaines à être traité. 3 semaines de silence de la part de Kelsey, à l'exception de courriels laconiques via un avocat concernant les frais médicaux et les arrangements de vie. 3 semaines où j'ai travaillé 12 heures par jour à l'atelier, finissant des commandes et acceptant de nouveaux projets qui gardaient mes mains occupées et mon esprit ailleurs. Quand l'enveloppe du laboratoire est arrivée, je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai juste posée sur mon bureau et je l'ai fixée un long moment, pensant à tout ce qui dépendait de ce qui était imprimé sur ce papier à l'intérieur. Finalement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Dave, mon ami avocat. Les résultats sont arrivés, ai-je dit. Je ne l'ai pas encore ouverte. Tu veux que je sois là quand tu le feras? Ouais, en fait. Oui. Dave est arrivé 30 minutes plus tard avec du café et un bloc-notes. Nous nous sommes assis dans le bureau de mon atelier, l'enveloppe entre nous sur le bureau comme une grenade dégoupillée. Quoi que ça dise, m'a dit Dave, on gère ça de la bonne manière. Si c'est le tien, on met en place un arrangement de garde équitable et une pension alimentaire. Si ce n'est pas le cas, on le documente et on l'utilise pour mettre fin à toute réclamation future. J'ai hoché la tête et j'ai ouvert l'enveloppe. Le texte était clinique, scientifique, plein de marqueurs génétiques et de pourcentages de probabilité. Mais la conclusion était assez claire. Probabilité de paternité, 99,97%. Le bébé était le mien. J'ai posé le papier et je me suis adossé à ma chaise, digérant le soulagement de savoir avec certitude. La colère d'avoir dû en douter en premier lieu. Et sous tout cela, une fatigue profonde à l'idée de devoir être copard avec quelqu'un en qui je n'avais plus confiance ni respect. D'accord, a dit Dave, prenant déjà des notes sur son bloc-notes. Voici ce qu'on fait. Tu contactes son avocate, tu reconnais la paternité et tu proposes un arrangement de garde. Je recommanderais une garde partagée une fois que le bébé sera assez grand. Pension alimentaire calculée selon les directives de l'État. Tous les frais médicaux partagés à 50-50e. Et pour elle? Qu'en est-il de la séparation de l'entreprise? Peut-elle utiliser la grossesse pour réclamer qu'elle mérite plus? Dave a secoué la tête. L'entreprise a été créée avant le mariage et est uniquement à ton nom. La grossesse ne change rien à ça. Elle pourrait essayer de réclamer une pension alimentaire pour elle-même, mais avec les documents que tu as sur ses dépenses et les billets de blog. N'importe quel juge la renverrait chez elle en riant. J'ai hoché lentement la tête. Donc, je fais le chèque tous les mois, je me présente pour les échanges de garde, et sinon, je reste aussi loin d'elle que possible. À peu près.
Ce n'est pas idéal, mais c'est propre. Dave m'a regardé sérieusement. Tu vas t'en sortir avec ça? Je n'ai pas le choix. Cet enfant n'a rien demandé. J'ai repris les résultats du test, lisant la conclusion une fois de plus. Mais je serai damné si je laisse Kelsey utiliser ce bébé comme un moyen de revenir dans ma vie. Nous sommes des coparents, rien de plus. Dave a passé une autre heure à m'expliquer le cadre juridique, les calendriers de garde, les calculs de pension, ce à quoi je devais m'attendre au cours des 6 prochains mois avant l'arrivée du bébé. Quand il est parti, j'avais un plan clair et une pile de paperasse à examiner. J'ai envoyé un seul email à l'avocate de Kelsey ce soir-là. Le test de paternité confirme que je suis le père. J'accepte toutes les responsabilités parentales et je suis prêt à négocier un arrangement de garde et de pension équitable. Veuillez envoyer les termes proposés pour examen. Preston Bradford. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Transmise par son avocate. Dieu merci. Pouvons-nous s'il te plaît parler maintenant? Juste nous deux. Il y a tellement de choses dont nous devons discuter pour l'avenir. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu par l'intermédiaire de mon propre avocat. Toute communication concernant la garde, la pension et les arrangements parentaux passera par les conseils juridiques. Il n'y a rien à discuter en privé. La limite était fixée. Le bébé serait aimé, soutenu et soigné. Mais Kelsey et moi avions fini de prétendre que nous avions encore quelque chose à construire ensemble. Dans 9 mois, je serai père, et je le ferai bien, comme mon grand-père me l'avait appris, avec responsabilité, intégrité et absolument aucune tolérance pour les gens qui confondaient la gentillesse avec la faiblesse. La vidéo est devenue publique un lundi matin. Pas la vidéo tremblante filmée par le téléphone de Savannah sur Instagram, mais l'enregistrement de haute qualité de la caméra de sécurité du bar que Paige avait réussi à obtenir grâce à un ami qui y travaillait. Je ne l'ai pas publié moi-même. Je n'en ai pas eu besoin. Quelqu'un d'autre avait vu le clip viral original, avait retrouvé la séquence complète et l'avait mise en ligne sur YouTube avec le titre « Un homme quitte une humiliation publique avec dignité ». À midi, elle avait un demi-million de vues. Le soir, 2 millions. La différence entre cette version et celle que les amis de Kelsey avaient partagée était frappante. Celle-ci avait un son clair. On pouvait entendre Savannah dire « Allez, Kelsey. Tu as dit que tu le ferais. » On pouvait entendre l'hésitation de Paige, peut-être qu'on ne devrait pas. On pouvait entendre la réponse de Kelsey, il s'en fichera. Regardez. Puis la chaise tirée, la bière, mes vêtements trempés et mes mots, d'une clarté cristalline. Ses amis l'ont mise au défi de m'humilier. Elle l'a fait. Et c'est à ce moment-là que je suis parti pour de bon. La section des commentaires a explosé. Des milliers de personnes donnaient leur avis. Et pour une fois, Internet avait vu juste. Cet homme a géré ça avec plus de classe que la plupart des gens ne pourraient le faire. Remarquez comment il n'a pas crié, n'a pas fait de scène, a juste énoncé les faits et est parti. C'est ça, la force. Sa femme et ses amis sont des ordures. J'espère qu'il trouvera mieux. Mise à jour, j'ai trouvé son entreprise de menuiserie. Ses meubles sont incroyables. Je viens de commander une table sur mesure. Ce dernier commentaire s'est répété des dizaines de fois. Ma boutique Etsy, que j'avais rebaptisée sous mon seul nom après avoir retiré l'accès de Kelsey, est passée d'une moyenne de 2 demandes par semaine à 47 en une seule journée. Mon téléphone sonnait constamment. Des demandes d'interviews de chaînes d'information locales, des invitations à des podcasts, des messages de personnes partageant leurs propres histoires d'humiliation publique et me demandant comment j'avais trouvé la force de partir. J'ai ignoré la plupart. J'ai fait une brève déclaration à un journaliste local. Je me concentre sur mon travail et je me prépare à la paternité. Le passé est derrière moi. Mais Kelsey n'a pas eu autant de chance. Son blog, Le Manuel de la femme forte, a été découvert par les mêmes détectives d'Internet qui avaient trouvé la vidéo de sécurité. Quelqu'un a archivé chaque publication avant qu'elle ne puisse les supprimer et a créé un fil de discussion sur Reddit documentant sa campagne d'1 an pour me tester. La réaction négative a été immédiate et brutale. Son compte Instagram, qu'elle gardait public pour construire sa marque, a été inondé de commentaires la traitant de manipulatrice, de cruelle, d'abusive. Elle l'a verrouillé en quelques heures, mais les captures d'écran circulaient déjà. Paige m'a envoyé un message le mercredi. Kelsey s'effondre. Elle a perdu 3 clients en freelance qui ont vu les vidéos.
Sa mère l'a appelé en pleurant. Même Savannah et Peyton ne répondent plus à ses appels. Elle m'a demandé de te demander s'il y avait une chance de réconciliation. J'ai répondu par 2 mots, absolument pas. La vérité, c'est que j'étais déjà passé à autre chose. Pas émotionnellement, pas complètement, mais sur le plan pratique. J'avais engagé un assistant à temps partiel pour aider à gérer l'afflux de nouvelles commandes. J'avais mis en place une structure de SARL appropriée qui protégeait mes actifs. J'avais commencé à chercher des ateliers plus grands maintenant que je pouvais réellement me permettre l'expansion. Et j'ai préparé la chambre d'enfant dans mon nouvel appartement, un 3 pièces que j'avais loué près de la résidence de grand-mère Catherine. Des meubles simples que j'avais construits moi-même, peints en jaune et vert doux puisque nous ne connaissions pas encore le sexe. Kelsey aurait la garde partielle une fois que le bébé serait assez grand. C'était bien. Je serais civil, professionnel, concentré sur la coparentalité, mais la porte à quoi que ce soit de plus était scellée. 8 mois plus tard, je ponçais la dernière pièce d'un ensemble de salle à manger quand mon téléphone a vibré avec un texto de Kelsey. Le travail a commencé à l'hôpital Saint-Michael. Je pensais que tu devais le savoir. J'ai tout laissé tomber, j'ai fermé l'atelier et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, le cœur battant. Quoi qu'il se soit passé entre nous, quels que soient les dommages que nous nous étions causés, ce bébé était innocent et j'allais être là. Kelsey était dans une chambre privée quand je suis arrivé. Sa mère était assise à côté du lit, lui tenant la main. Madame Patterson m'a fait un signe de tête sec, civil mais pas chaleureux. Je l'avais rencontrée une fois après le retour des résultats de paternité, je lui avais expliqué ma position, et elle avait compris, même si ça ne lui avait pas plu. Preston, a dit Kelsey en me voyant. Son visage était pâle, les cheveux tirés en arrière, la blouse d'hôpital la faisant paraître plus petite que dans mon souvenir. Comment vas-tu, ai-je demandé, en restant près de la porte. Les contractions sont à environ 5 minutes d'intervalle. Le médecin dit que ça pourrait encore durer quelques heures. Elle a fait une pause. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête et j'ai pris un siège de l'autre côté de la pièce. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Sa mère a fait la conversation sur la météo, sur mon entreprise, des sujets sur qui ne nécessitaient pas un véritable engagement. Quand les contractions se sont rapprochées et qu'ils ont emmené Kelsey en salle d'accouchement, je suis resté dans la salle d'attente. Ce n'était pas ma place d'être dans la pièce, pas après tout ça. Mais j'étais là, présent, prêt à rencontrer mon enfant. 3 heures plus tard, une infirmière est sortie en souriant. Monsieur Bradford, vous avez une fille. 3,3 kilos, en bonne santé et magnifique. Une fille ? J'ai suivi l'infirmière jusqu'à la fenêtre de la nurserie et je l'ai vue pour la première fois. Minuscule, le visage rouge, enveloppé dans une couverture rose avec un petit bonnet couvrant des cheveux sombres. Ils avaient étiqueté son berceau, bébé-fille Bradford. Quelque chose a changé dans ma poitrine. Pas une réconciliation avec Kelsey, rien de tel, mais une protectivité féroce, une détermination que cette petite fille grandirait en sachant que son père était fiable, présent et assez fort pour s'éloigner des situations qui le diminuaient. Kelsey l'a appelée Emma Catherine, utilisant le nom de ma grand-mère comme deuxième prénom sans me le demander. Je ne me suis pas opposé. Grand-mère avait été ravie quand je lui avais parlé de la grossesse. Elle avait déjà commencé à tricoter des couvertures malgré son arthrite. L'arrangement de garde est entré en vigueur immédiatement. Je prenais Emma 2 jours par semaine une fois que Kelsey se sentait prête, augmentant progressivement jusqu'à une garde partagée à mesure qu'elle grandissait. Les paiements de pension alimentaire étaient mis en place automatiquement, calculés équitablement selon les directives de l'État. Kelsey a essayé une fois, environ 3 semaines après la naissance d'Emma. Elle m'a envoyé un long texto sur le fait que d'avoir un bébé avait changé sa perspective, qu'elle réalisait ce qu'elle avait perdu, que peut-être nous pourrions réessayer pour le bien d'Emma. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu simplement, nous sommes des coparents. C'est tout ce que nous serons jamais. Emma mérite mieux que des parents qui restent ensemble par obligation. Elle n'a pas insisté après ça. 4 mois après la naissance d'Emma, j'ai acheté la maison de grand-mère Catherine sur Maple Street. Elle était décédée paisiblement dans son sommeil 2 semaines plus tôt, et l'héritage est arrivé exactement comme elle l'avait spécifié. Finalement, rien pour Kelsey. J'ai converti le garage détaché en un nouvel atelier, mieux équipé que tout ce que j'avais eu auparavant. La maison principale est devenue le foyer pour moi et Emma pendant mes jours de garde. Un vrai jardin, un quartier sûr, le genre de stabilité que j'avais voulu construire il y a 6 ans quand je m'étais marié.
L'entreprise était florissante. J'avais engagé 2 apprentis et je refusais plus de travail que je n'en acceptais. La vidéo virale s'était estompée de la conscience publique, mais la réputation qu'elle avait construite était restée. Preston Bradford Woodworking est devenu connu pour la qualité, l'intégrité et les meubles construits par un artisan qui comprenait ce que signifiait rester ferme. Un samedi après-midi au début de l'automne, j'étais dans mon nouvel atelier en train d'apprendre à mon apprenti principal comment assembler correctement des queues d'aronde quand mon téléphone a vibré. Un message d'une femme nommée Sarah, quelqu'un qui avait commandé une bibliothèque 3 mois plus tôt et avec qui j'étais devenu amical au fil de nos échanges par email sur la sélection du bois et le design. La bibliothèque est magnifique dans mon salon. Merci encore. Aussi, je sais que c'est peut-être un peu direct, mais seriez-vous intéressé par un café un de ces jours? Aucune pression si ce n'est pas le cas. J'ai regardé le message un long moment. Sarah était professeure d'anglais au lycée, divorcée avec un fils de 10 ans. Nous avions discuté quelques fois quand elle était venue chercher la bibliothèque et j'avais remarqué qu'il était facile de parler avec elle, qu'elle était authentique, intéressée par l'artisanat pour les bonnes raisons. Un café semble une bonne idée, ai-je tapé en retour. Samedi prochain, ça vous va? Sa réponse est venue rapidement. Parfait. J'ai hâte. J'ai posé le téléphone et je suis retourné au travail, montrant à mon apprenti le bon angle pour le ciseau. Dehors, les feuilles d'automne prenaient des teintes d'or et de rouge. Emma était avec Kelsey ce week-end, mais je l'aurais du mardi au jeudi. La vie avait trouvé un rythme qui fonctionnait. Le passé était derrière moi. La femme qui m'avait humilié en public s'était estompée pour devenir quelqu'un que je voyais 2 fois par semaine lors des échanges de garde, polie et distante. Les amis qui l'avaient acclamée s'étaient dispersés dans leur propre vie et problèmes. J'étais parti pour de bon, exactement comme je l'avais dit. Et en le faisant, j'avais trouvé quelque chose de mieux que l'illusion dans laquelle je vivais. J'avais trouvé la clarté, un but, et la satisfaction tranquille de bâtir quelque chose de réel avec des matériaux honnêtes, qui s'est avéré avoir plus de valeur que n'importe quel mariage construit sur la performance et les mensonges.